Ravi de vous retrouver sur le podcast Man Trailing Addict. Pour cette saison 2, notre équipe a mis les bouchées doubles pour vous proposer des épisodes techniques, répondre à vos questions courantes et recueillir des témoignages exclusifs qui vous plongeront encore plus dans l'univers fascinant du man trailing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie, man trailing addict de longue date, venue nous parler des distractions. Qu'est-ce qu'une distraction ? Pourquoi les observe-t-on en piste ? Ou encore, comment les éviter ? Sont autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui. Bonne écoute ! Salut Enzo, comment ça va ? Salut Elsa, ça va et toi ? Très bien, je suis vraiment très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, expliquer un petit peu pourquoi tu es là aujourd'hui ? Tu es une des plus anciennes de la team Man Trailing Addict. Oui, ça marche avec plaisir. Donc moi, c'est Anne-Sophie de Man Trailing Knows the Way et je fais du man trailing avec Norki depuis 2018 et on a commencé, donc elle était petite, toute bébé. On cherchait une activité sympathique à faire en duo et on a choisi le man trailing avec Karine. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Norki et nous dire qu'est-ce qui t'a envoyé vers le man trailing comme choix d'activité ? Alors, très bonne question. Donc, Norki, c'est un flat coat qui va avoir qui a 7 ans maintenant même. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est un peu le hasard. C'est que je lisais un bouquin d'éducation canine lambda quand j'ai adopté Norki. Et je cherchais une activité pour qu'elle puisse se défouler et en même temps qu'il la monte pas trop en excitation. Donc j'avais mis de côté tout ce qui était agility et autres activités de ce type. Et le hasard a fait que dans le bouquin que je lisais, il y avait un tout petit encart, mais littéralement de 2-3 lignes, et qui citait le man training. Et j'ai cherché sur Google et j'ai eu de la chance parce que du coup Karine, elle était juste à côté de chez moi. Donc j'ai pris contact avec elle. J'ai commencé une première session d'initiation et puis je suis tombée addict, voilà. Et puis t'es bien tombée dedans parce qu'aujourd'hui donc tu ne fais pas que pratiquer, t'es aussi coach. Tout à fait. J'ai eu la chance de participer à la première session de formation avec Karine, donc il y a maintenant 3 ans du coup. Je fais cette activité un dimanche par mois en moyenne, voilà, une matinée par mois et peut-être un peu plus en été pour combler les semaines où Karine est sur Annecy. Mais voilà, c'est un passe-temps, une passion et en même temps voilà, je pratique et j'enseigne quand je peux. Oui, alors tes entraînements du coup partent forcément très très vite. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est pour nous parler d'un sujet qui est vraiment important, récurrent au man trailing, c'est le sujet des distractions. Alors, est-ce que tu pourrais commencer déjà par nous dire ce qu'est une distraction ? Tout à fait. Sujet passionnant, les distractions. On pourrait définir la distraction comme étant tout ce que le chien fait d'autre que d'être sur sa piste. Du coup, tout ce qui va détourner son attention du travail et qui va le déconcentrer de sa piste. Dans les différentes distractions qu'on va pouvoir retrouver au man trailing, ça va être dans un premier temps la distraction visuelle. Donc naturellement, un humain qui est là, encore plus s'il est en statique, il attend et il ressemble un peu à une cachette de traceur, quoi, en gros. Ça peut être aussi un chien en visuel, un chat. On peut aussi retrouver des choses comme des personnes qui passent la tondeuse, qui passent le souffle-feuille, voilà, ce genre de choses. Et petit clin d'œil à Silver, les oiseaux, par exemple. Donc ça peut être tout ce qui va attirer visuellement le chien. Ensuite, on va retrouver une deuxième catégorie, ça va être plutôt la partie olfactive. Donc là, tu vas retrouver tout ce qui va être odeur de congénères, de gibier, de chat, qui vont forcément attirer l'attention du chien, puisque le chien utilise son nez au quotidien et a l'habitude de renifler toutes ces odeurs-là. Voilà. La troisième catégorie qu'on pourrait citer, c'est la distraction auditive. Donc là, ça va être tout ce qui va être paroles de conducteur. On peut aussi retrouver les paroles du coach,
tout ce qui va être bruit. Tu peux aussi avoir retrouvé les personnes qui vont parler dans le groupe derrière et qui peuvent parfois perturber le chien dans son travail, mais aussi les bruits de l'environnement. Donc on parlait tout à l'heure des personnes qui passent le souffle-feuille par exemple. Voilà, ça va être des bruits d'environnement de ce type-là qui peuvent déranger le chien dans son travail. Je pense notamment à des chiens un peu sensibles, typiquement quand tu vas avoir des coups de feu, s'il y a la chasse à proximité, quand c'est en forêt, ou si tu as des bruits un peu stressants de ville, typiquement des bruits de trafic, de motos qui vont démarrer en trombe par exemple. Ce genre de choses, ça peut distraire le chien. Et la dernière catégorie, ça va être tout ce qui va être nourriture, donc tout ce qui peut traîner sur la piste, des os, des morceaux de sandwich, de nourriture diverses, et forcément tout ce qui attire le chien, donc tout ce qui est un peu crade et qu'on laisse en général pas le chien faire au quotidien. Voilà. Oui, donc typiquement aussi les excréments. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de distractions, comme tu nous disais. Du coup, on va pas forcément avoir les mêmes attitudes chez le chien. On y reviendra un petit peu plus tard. Le plus difficile à repérer pour nous, forcément, c'est les distractions olfactives, parce qu'on n'y a pas accès. On entend les bruits, on voit potentiellement ce que le chien a vu, mais on a du mal à savoir ce qu'il peut sentir. Mais il y a quand même des moyens de le faire. Avant qu'on voit comment est-ce qu'on peut repérer les distractions, déjà, je voulais te demander, est-ce que les distractions, ça a été un problème pour toi avec Norky? Est-ce qu'il y a un type de distraction en particulier qui est un problème pour elle ou... Alors avec Norky, je pense que le problème principal, ça va être tout ce qui est humain à vue. Typiquement, comme elle aime beaucoup les humains, elle aime beaucoup pister aussi, du coup elle aime bien aller voir les gens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré le man-training quand elle était petite, c'est qu'elle allait voir presque tout le monde dans la rue. C'était assez embêtant parce que elle était gentille, enfin petite, c'est mignon quand elle fait 10-12 kilos. Quand elle en fait 30 et que c'est un chien noir, c'est moins sympa. En tout cas, les gens ont tendance à changer de trottoir et à avoir peur. Donc du coup, elle est plutôt attirée naturellement par l'humain. Et encore plus quand il est en visuel et qu'il fait qu'il est sur sa piste, tu vois, assis sur un banc ou à moitié caché dans un coin le long d'un mur, enfin ce genre de choses. Ça va être des distractions compliquées à gérer, mais sur lesquelles on a beaucoup travaillé, justement pour qu'elle se reste concentrée sur l'odeur de l'humain à chercher. Ok. Alors du coup, j'en profite, j'embraye sur ma question. Donc pour Norky, tu nous as donné déjà une petite piste de réponse, mais pour quelle raison est-ce qu'un chien peut être amené à faire des distractions? Est-ce que c'est seulement parce que il aime la chose qu'il a vue, entendue, sentie? Alors il y a plusieurs réponses à cette question. Tu vas avoir déjà un conflit de motivation, c'est est-ce que le chien il aime assez le man-trailing ou il préfère aller faire autre chose, typiquement chasser du gibier, courir après un chat ou renifler les odeurs des congénères. Et donc les chiens sont pas tous égaux face aux distractions. C'est-à-dire que tu vas avoir des chiens qui sont pas du tout distraits dans leur travail et d'autres qui au contraire vont s'arrêter ou en tout cas vont être tentés de s'arrêter tous les 2 mètres dès qu'il y a quelque chose qui les attire quoi. Un point important à noter quand même, c'est que faut faire attention sur le terme de distraction, c'est que le chien peut aussi être amené à faire des distractions en cas de stress. Donc c'est quelque chose qui peut le rassurer, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui l'a vraiment beaucoup stressé, qui lui a fait peur sur sa piste, il peut se mettre dans son nez sur une distraction, sur quelque chose pour s'apaiser. Voilà. Ou même si la piste elle est trop difficile pour lui, ça peut arriver qu'il finisse par un peu baisser les bras. Alors le terme n'est pas forcément bien utilisé pour un chien, mais l'idée c'est que la piste est trop compliquée. Il préfère se dire je vais aller faire quelque chose de plus intéressant et plus facile à mon niveau, donc une distraction qui est là sur sa piste. Ok, donc non seulement il faut repérer les distractions, mais en plus il faut essayer d'identifier le pourquoi, parce que forcément la réaction du conducteur va être très différente si c'est sur un coup de stress ou si c'est parce que le chien Exactement. un truc un petit peu plus intéressant à faire. Donc on reviendra là-dessus aussi. Est-ce que juste avant qu'on vienne sur le sujet de l'identification des distractions, des réactions à avoir, tu pourrais nous dire en quoi est-ce que c'est un problème finalement que le chien fasse des distractions? Parce qu'on pourrait se dire, bon, il fait sa piste, ok, il s'arrête, il sent le petit pipi de son congénère, et puis il continue. Est-ce que c'est un souci que le chien fasse des distractions, et si oui, pourquoi? Alors c'est un souci parce qu'en fait, le chien, il va se déconcentrer, il va
potentiellement perdre sa piste, s'en écarter pour aller chercher des choses plus intéressantes pour lui. Il peut s'en éloigner des fois sur une très longue distance et du coup plus arriver à faire demi-tour et plus se retrouver. L'idée aussi, c'est que le chien, il faudrait pas qu'il s'habitue à faire des distractions en piste, parce que plus il va s'habituer, plus il risque d'en faire. Et donc, au final, il va passer plus de temps à faire des distractions que faire son travail en piste. Donc l'idée, c'est d'arriver à agir le plus rapidement possible, tout en identifiant effectivement l'origine de cette distraction. Et c'est vrai que souvent, quand on voit des chiens qui commencent un peu à enchaîner les distractions sur une période assez rapprochée sur la piste, on va, enfin pas rarement, mais il arrive un certain nombre de fois qu'on n'aille finalement pas au bout de la piste du tout, quoi. Ça peut. Exactement. Si le chien il va préférer vraiment faire autre chose, qui va vraiment lâcher l'affaire, on va dire, l'idée c'est, nous en tout cas chez les Main Training Addicts, ce qu'on essaye de faire, c'est que on le motive, on essaye de faire un maximum de choses pour qu'on le remette en piste, finalement, qu'on lui redonne sa motivation. Mais si on n'y arrive pas, on va faire ce qu'on appelle un retour voiture. Et donc le chien ira pas au bout de sa piste, aura pas trouvé son traceur et aura pas sa récompense. Un point important, justement, comme je parle de récompense, c'est que dans les problèmes aussi liés aux distractions, ça peut être aussi le fait que la récompense n'est pas adaptée, c'est-à-dire que ce qu'il a en bout de piste est pas forcément motivant, et donc il va finir par préférer faire ses distractions. Voilà. Oui, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est pas forcément que le chien a pas d'appétence pour l'activité. Finalement, ça peut être un truc sur lequel il accroche vraiment, mais juste la récompense qui est pas adaptée. Et comme tu parlais tout à l'heure de conflit de motivation, si finalement les pipites qu'on génère sont mieux que la récompense qui n'est pas forcément très gourmande ou intéressante pour lui, on peut avoir ça qui apparaît. Et là, ça va être à nous de travailler sur pas mal de choses, notamment la lecture de chien pour identifier qu'est-ce qui est de la distraction, qu'est-ce qui est de la piste, et agir au meilleur moment. Et tu disais, tous les chiens sont pas égaux par rapport aux distractions. Est-ce qu'il y a des profils, on va dire, de chiens qui vont être plus tentés ou plus sujets aux distractions que d'autres, ou c'est vraiment du cas par cas, individu par individu? Alors c'est assez au cas par cas. Après, tu vas retrouver des grandes tendances, et je pense que c'est lié aussi au fait du chien dans son habitude, on va dire, au quotidien. S'il a l'habitude de renifler un peu tout ce qui se passe, aussi, on parle souvent aussi des mal entiers. Alors, faut pas généraliser, hein, mais l'idée c'est que un mal entier il va plutôt s'intéresser pas mal à tout ce qui est pipi congénère et autres, donc qui peut être un problème en piste. Suivant les lieux sur lesquels on va pister, les distractions qu'on va retrouver vont être de différentes sources. Typiquement, tu vas aller pister en forêt, tu vas retrouver plutôt les distractions de gibier. Tu vas retrouver beaucoup moins de distractions visuelles normalement, c'est-à-dire que nous chez les Main Training Addicts, donc comme on est plutôt en dehors des chemins, dans 99% des cas, il y a peu de chances d'avoir un humain, on va dire, au milieu de nulle part dans la forêt. En revanche, par exemple, si tu marches plus proche des chemins, c'est là où se trouvent toutes les distractions de type congénère, quoi. Donc voilà, c'est à adapter. Tu viens en ville, forcément tu auras plus d'humains. Et pareil, plus de distractions auditives aussi, typiquement s'il y a plus de bruit d'environnement, de trafic, de voitures, etc., que tu auras moins dans la forêt. Donc, comme tu disais, donc il y a plein de sources de distractions différentes. C'est problématique parce que finalement le chien, il peut baisser sa motivation ou s'écarter de son trail et finir par ne pas réussir à aller au bout de sa piste. Donc c'est important d'identifier ces distractions. Alors c'est sûr que quand on voit le chien manger quelque chose, on se doute bien qu'il était distrait par autre chose, mais il y a certaines distractions qui sont plus subtiles à repérer. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment, en tant que conducteur, on fait pour repérer une distraction ? Déjà, la première partie, ça va être la lecture du chien, qui est l'élément, on va dire, central pour identifier qu'est-ce qui est de la distraction ou qu'est-ce qui est de la piste. Donc pour rappel, au niveau de la lecture de chien, donc on a 6 grands critères à identifier et à observer. Ça va être la tête, donc hauteur, orientation des oreilles par exemple. Tu vas retrouver le corps, est-ce qu'il est plutôt aplati, allongé, on dit qu'il s'étend, on va dire, dans son harnais. La courbe du dos aussi, donc ça va être des éléments importants à identifier. La queue,
Est-ce qu'elle est haute, raide, l'amplitude, est-ce qu'elle bat d'une manière rythmée ou pas, et constant. La tension sur la longe, le directionnel et le rythme de ton chien. Donc à partir de tout ça, tu vas essayer d'identifier quelle est l'attitude de pistage de ton chien et d'arriver à identifier tout ce qui est différent de son attitude habituelle en piste pour arriver à faire la distinction entre qu'est-ce qui est de la piste et qu'est-ce qui est de la distraction. Donc par exemple, si on rentre dans quelques exemples de signaux marquants, tu vas retrouver un humain en visuel. En général, le chien, quand il voit un humain, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se lever la tête, il va fixer l'humain, il va souvent se figer ou se déplacer en direction de la personne. Si elle est vraiment proche, il peut même complètement s'exciter pour aller sur la personne. Donc, en général, ça se voit assez facilement parce que le chien, il est focus et il regarde en fait l'humain qu'il voit en visuel. Un deuxième exemple qu'on peut prendre, ça va être les pipis congénères. Typiquement, sur ce genre de cas, tu vas voir que le chien est ralenti. Il va marquer un arrêt assez long aussi, le nez bien collé au sol. Il peut aussi faire des fois des demi-tours brusques pour retourner sur cette distraction. Il va renifler avec beaucoup d'insistance. Tu vas entendre vraiment renifler en général quand il est sur un pipi. Et tu vas retrouver aussi une courbure de dos, plutôt un chien voûté, qui n'est pas une position classique de pistage, et en plus souvent il marque un arrêt assez long et donc ça se voit assez facilement. Un autre cas que tu vas retrouver, si on prend l'exemple du gibier par exemple, sur ces cas-là, tu vas voir que le chien va se ralentir, voire il va se mettre en position de chasse un peu couché au sol. Alors suivant les chiens, ça dépend comment ils vont se positionner. On va pas généraliser non plus, mais tu vas retrouver ce genre de comportement. Donc figé, couché, le regard fixe dans une direction. Donc c'est pas une attitude de chien en piste. Donc ça s'identifie assez facilement. Le chat que tu vas retrouver aussi, en général, comment tu l'identifies, c'est que ton chien d'un seul coup, il a un intérêt brusque pour un buisson, une haie, un trou dans un grillage. Donc ça, tu arrives à l'identifier parce que c'est visuel. Et donc tu as une forte montée en excitation, voire aboiement. Donc là, tu peux te douter que c'est un chat et souvent, dans les différents cas qu'on peut rencontrer, tu peux même voir le chat qui part en courant sous le nez du chien. C'est le grand classique quand tu es en environnement urbain, semi-urbain, quoi. Un dernier exemple que je peux te donner aussi, ça va être tout ce qui va être bruit. Donc là, ça va être plutôt distraction auditive. Donc là, le chien en général, il s'arrête, il lève la tête, il va aussi orienter ses oreilles, dans la direction du bruit. Et pareil, il est souvent figé, en fait, il regarde et il est figé dans une direction. Donc il y a des choses qui sont plus faciles à identifier que d'autres, des choses que tu vas voir toi-même et que tu vas pouvoir identifier rapidement, et d'autres choses qui sont plus subtiles, où là, il faut se concentrer sur l'attitude de ton chien et voir comment il se comporte et comment il change son comportement par rapport à ce que tu as l'habitude de voir quand il est en piste. Ok. Et est-ce qu'il y a des types de distractions où on n'arrive pas forcément à voir que le chien est en train de faire une distraction? Est-ce qu'il y a certains types où vraiment, si on ne sait pas que c'est pas du tout la piste, eh bien on peut pas du tout savoir que le chien est en train de faire une distraction? Oui, alors tu vas retrouver, notamment, je parlais du gibier juste avant. Typiquement, tu vas avoir des chiens qui vont pas forcément se mettre en position de chasse, mais qui vont simplement changer d'idée. Donc ils vont passer sur la piste du gibier, ils vont remonter la piste, ils vont être en attitude de pistage, et tu vas pas forcément voir la différence entre sa piste et le gibier sur lequel il est parti. Tu peux retrouver aussi ce même cas si il remonte la piste d'un autre humain qui serait passé par là, qui n'est pas son traceur. Donc pareil, il va se mettre en position de pistage, et ça sera pas forcément évident d'arriver à faire la distinction parce que toi, tu auras toujours un chien dans l'attitude que tu as l'habitude d'avoir au travail, et qui va simplement avoir changé d'odeur en cours de piste. Ok, donc ça encore une fois, ouais, c'est comme tu disais, en plus c'est du cas par cas, hein. C'est toujours en prenant comme référence l'attitude de pistage de son chien, qui est déjà différente selon les chiens. Du coup, une fois qu'on a perçu que le chien était en train de faire une distraction, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on se dit ok, là mon chien fait une distraction? Comment on gère ça? Alors très bonne question.
je vais donner la réponse que Karine donne souvent. Ça dépend. Donc ça dépend de la cause. Est-ce que c'est un chien qui va être pas concentré, qui a besoin d'évacuer son stress parce qu'il a eu quelque chose qui l'a fait monter dans la peur et le stress. Pareil, ça va dépendre de la sensibilité du chien. Donc tu vas retrouver des chiens qui sont plus ou moins sensibles à la manière dont tu vas réagir sur une distraction, et aussi des habitudes du binôme. Donc l'idée c'est que dans les entraînements avec nous, le conducteur il va apprendre à identifier son chien, son attitude de pistage, et identifier aussi qu'est-ce qui est de la distraction. Tu retrouveras souvent en entraînement le coach qui va dire attention, distraction, ce qui indique, si jamais tu l'as pas vu en tant que conducteur, ce qui indique que c'est le moment à toi de choisir de réagir en fonction de ce que tu as en face. Dans les différents cas que tu vas retrouver, donc en général on essaye d'intervenir le plus tôt possible, parce que plus tu interviens tôt, plus ça sera facile de sortir de la distraction, et le chien perdra moins le fil de sa piste, parce que si tu tardes trop, ça risque d'être un peu compliqué de le remettre dedans. Faut pas non plus intervenir trop tôt, parce qu'il faut quand même se laisser le temps d'identifier si c'est bien de la distraction ou de la piste. L'effet courant, c'est de le stopper, alors qu'en fait le chien était simplement en train d'analyser une difficulté sur sa piste. Tout simplement, il avait besoin de temps pour analyser l'environnement, le sol, quelque chose en cours de piste, et le fait d'intervenir trop tôt, tu peux un peu casser sa motivation. Donc tout est un juste milieu, on va dire, à avoir. Trouver le bon moment pour intervenir, quand le chien vraiment passe trop de temps sur sa distraction, si tu as identifié que c'était une distraction, et arriver à l'encourager, plutôt lui dire allez on continue, on travaille, et pas forcément lui dire un stop ferme ou quelque chose comme ça. L'idée c'est que on y aille progressivement. Donc d'abord tu vas le motiver, allez on continue, on travaille. Et si tu vois qu'il insiste trop, c'est-à-dire qu'il reste vraiment bloqué sur sa distraction, à partir du moment où tu as identifié que c'était une distraction, tu vas pouvoir lever un peu le ton, dire tu laisses, on y va, on y va, go, tu vois ce genre de choses. L'idée c'est de le faire lui-même changer d'idée sans avoir à intervenir avec la longe. En tout cas on essaye d'intervenir le moins possible avec la longe, parce que le réflexe principal que tu vas avoir quand tu vois ton chien faire une distraction, ça va être de tirer en arrière. Et donc tirer en arrière, c'est pas une très bonne pratique, ou même de le pousser, de le dire allez on avance, et tu vas avancer avec lui. L'idéal, ça serait qu'il arrive à s'écarter naturellement de sa distraction en ayant simplement un code avec son conducteur, donc tu laisses, allez on continue. Voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a le réflexe soit de tirer le chien en arrière, soit d'avancer pour le pousser de sa distraction. Allez hop, on continue. Pourquoi c'est dangereux, j'exagère. Pourquoi ça peut être problématique de réagir comme ça, même si c'est très instinctif. En fait, effectivement, comme tu dis, c'est instinctif, c'est-à-dire que la première réaction que tu vas avoir, ça va être soit de tirer en arrière, soit de le pousser pour qu'il accélère. Alors, le plus flagrant, c'est quand tu as un truc qu'il essaye de manger, ou un truc un peu crade, tu veux le pousser vite de cette distraction et de ce cas. Et en fait, le problème, c'est que toi, tu ne connais pas la piste, et le risque, c'est que tu vas soit le pousser dans une mauvaise direction, soit le tirer dans la direction opposée de sa piste si sa distraction se faisait sur la piste. Donc pour lui, il peut comprendre que tu lui dis non et que tu lui dis on fait pas ça quoi. Ça peut complètement casser la motivation de ton chien. C'est pour ça que c'est assez subtil. C'est toute une question de juste milieu dans l'intervention et le bon moment de l'intervention. Je pense que le plus important c'est le moment clé quand tu as identifié que c'était une distraction et que tu mets en place les éléments pour qu'il laisse passer, on va dire, et qu'il passe à autre chose et qu'il revienne sur sa piste quoi. Ouais, d'où l'intérêt, comme tu disais, de le voir le plus tôt possible pour même si on peut éviter qu'il arrive jusqu'à la distraction, carrément, si on peut le stopper avant. Si on peut le stopper avant, c'est l'idéal, mais c'est vrai qu'il y a des choses où c'est pas toujours facile. Alors tu as des zones qui vont être plus propices, typiquement on parlait de distraction congénère. Quand tu as des endroits en semi-urbain, ville, où tu as des poteaux, des choses comme ça, c'est assez classique qu'il y ait des pipis de chiens, et en fait ils vont se retrouver à
ça se voit tout de suite quand il colle son nez à un poteau, quoi. Donc là, tu peux intervenir tout de suite. Là, c'est pas la piste, quoi. Mais on va dire que c'est au cas par cas, et c'est aussi en pratiquant que tu vas arriver à identifier quelles sont les distractions qui vont attirer plus naturellement ton chien, et pouvoir réagir en conséquence avec le bon niveau d'intensité en fonction de la sensibilité de ton chien. Si t'as un chien un peu sensible, tu vas y aller doucement, tu vas dire un petit tu laisses, un petit aller en avance, et surtout encourager. Moi, je sais que Norky, c'est plutôt ça que je vais faire. Je vais plutôt lui dire allez, on continue, on travaille, on laisse, pour qu'on puisse reprendre le travail. Et Ok. à partir du moment où tu mets en place ce rituel, on va dire que le chien, naturellement, il va comprendre que on fait pas les distractions en piste. Et par contre, au retour, donc ça c'est une pratique qu'on aime bien faire aussi, c'est quand on a fini sa piste, le chien a trouvé son traceur, a mangé sa récompense ou a obtenu son jouet. L'idée c'est que quand on remonte la piste, on fait la piste à l'envers au retour voiture, on laisse le chien prendre le temps de renifler tout ce qu'il a laissé, un peu finalement comme une seconde récompense. Donc comme ça, il a été récompensé de laisser les choses sur la piste, mais en même temps, tout ce qu'il a pu renifler et identifier pendant sa piste, il a la possibilité d'y retourner à son aise sur le retour. On est sur du man training de loisir, donc l'idée c'est quand même que le chien il se fasse plaisir. Tu parlais tout à l'heure de mettre un code avec son chien, donc un code plutôt verbal. Est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit son code avec son chien? Est-ce que tu vas plutôt utiliser des mots que le chien connaît déjà, par exemple, ou est-ce que tu vas te mettre un code spécifique pour le man trailing pour faire cesser une distraction? Par exemple, si tu utilises tu laisses en balade, est-ce que tu vas prendre le même mot ou est-ce que tu prends un autre code? C'est une bonne question, je pense que ça dépend, et c'est presque, je dirais, à tester suivant le chien, voir qu'est-ce qu'il va faire qui réagit le mieux et qui va laisser le plus rapidement possible sa distraction. Est-ce qu'un tu laisses, comme il a l'habitude d'avoir effectivement au quotidien en balade ou en liberté, ou est-ce que tu vas mettre en place quelque chose de allez on travaille? Ça dépend vraiment. Moi je sais que Norky, le allez on travaille, tu laisses, ça marche les deux. Et elle a tendance à laisser, tu vois, pour Norky, il y a quelques temps, on avait le traceur qui avait perdu sa récompense en cours de piste. Donc en cours de piste, elle a trouvé son tube. Et ce qui est assez fou, c'est que le tube de pâté, elle l'a laissé, elle l'a marqué, elle a dit « Oh, il y a un tube là ». Elle nous l'a montré, on a pu le récupérer, elle a continué sa piste comme si de rien n'était. Donc voilà, c'est des choses où ton chien, une fois qu'il a bien compris que la piste a plus grand intérêt, en tout cas une fois que la piste elle a l'intérêt maximal, on va dire, pour le chien, les distractions elles se laissent assez naturellement. Ok. Alors justement, par rapport à ce que tu disais sur ça, est-ce qu'il y a des moyens de remonter l'intérêt de la piste, entre guillemets, de faire en sorte que le chien fasse moins de distractions? Je sais pas, des exercices particuliers ou... Alors oui, exactement, tu vas pouvoir travailler sur ça. Alors déjà en identifiant l'origine de la distraction. Si tu es sur un cas où effectivement le chien a lâché sa piste, préfère partir sur une distraction parce que la piste était trop compliquée, tu vas plutôt repartir sur une piste plus facile, identifier donc l'origine de la difficulté et travailler sur ça. On parlait aussi tout à l'heure de récompense qui est pas forcément à la hauteur attendue, en tout cas pas suffisamment appétante, et donc le chien va préférer faire des distractions. Donc l'idée, ça va être de tester différentes récompenses, et donc ça, je peux envoyer vers un épisode précédent du podcast où tu vas pouvoir identifier quelle est la récompense la plus adaptée à ton chien et qu'est-ce qui a la plus forte motivation. Donc suivant les chiens, des fois ça va être la nourriture, des fois ça va être le jouet. Moi, je sais que voilà, par exemple, Norky, elle, c'est le tube de pâté, hein, donc tu peux pas faire meilleure récompense que le tube de pâté. Et pourtant, donc comme je te disais, l'exemple tout à l'heure, c'est que malgré ça, tu vois que la piste a plus d'intérêt puisque même si le traceur a perdu le tube, elle finit par aller voir son traceur. Donc il y a ça, pouvoir augmenter la valeur, on va dire, de la récompense et donc la valeur de la piste. Tu vas aussi pouvoir travailler sur l'environnement. Donc par exemple, si ton chien, le chien que tu as, il va plutôt être assez chasseur ou qui va être assez porté sur la nourriture, donc tu vas éviter tout ce qui va être environnement forêt, environnement de lieu pique-nique ou ce genre de choses pour éviter justement de renforcer sur ces cas-là.
Après, c'est un élément qui est important à travailler aussi, c'est-à-dire que une fois que ton chien il maîtrise bien et il a un niveau, on va dire, satisfaisant au main training, il a bien compris ce qu'il est censé faire, son travail et ce qui est attendu de lui, c'est intéressant de travailler justement sur ces difficultés pour qu'il les laisse et qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa piste sans se concentrer sur la nourriture qui traîne, le morceau de sandwich resté dans un coin ou les zones de pipi pour les chiens qui font des distractions congénères. Un autre élément aussi que tu peux retrouver, ça va être les fire trails. Donc par exemple, quand tu as un endroit qui est une source importante de distraction et tu sais que le chien il va avoir des difficultés sur cette zone, tu vas faire ce qu'on appelle des fire trails, donc des toutes petites pistes très courtes où tu vas motiver à fond le chien. Et en fait, la motivation de la piste va être supérieure à la motivation de faire des distractions. Et le dernier élément, on va dire que je pourrais citer là, ça va être d'éviter de faire trop de délais, parce que si plus tu fais de délais, plus il y aura de risques de distraction, que ce soit autre odeur, gibier, distraction visuelle aussi, tout ce qui peut se passer en cours de piste et qui va s'être intercalé finalement entre le moment où le traceur a marché et le moment où le chien part en piste. Pour te donner un exemple, moi, Norky, une des distractions aussi qui était compliquée pour elle, c'était l'eau. Elle qui aime beaucoup aller dans l'eau, dès qu'il y avait le moindre étendue d'eau à proximité, c'était très très tentant pour elle d'aller faire un petit plouf. Et donc on l'a travaillé à plusieurs reprises avec Karine, quand elle a commencé à avoir un niveau où elle a bien compris son travail. Et donc on la faisait pister à côté de l'eau et elle arrivait, enfin maintenant elle arrive sans problème à lâcher l'eau pour faire sa piste et ensuite, comme on disait tout à l'heure, à la fin de la piste, elle a fait son boulot, double récompense, t'as le droit d'aller t'amuser et faire des ploufs. Donc un exercice sympa aussi qu'on peut mettre en place, donc une fois que ton chien il maîtrise bien son travail, il maîtrise bien ce qu'on attend de lui, l'idée ça va être de jouer un peu avec les distractions et les difficultés qu'il peut avoir en piste. Donc on parlait tout à l'heure de l'heure visuelle, donc un humain visible sur la piste. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc le coach, son rôle, ça va être de maîtriser un maximum l'environnement et de placer à un endroit stratégique la personne au visuel. Ce qu'on aime bien aussi mettre en place, c'est que le chien ne puisse pas accéder à cet humain, qu'il puisse le voir et prendre le temps d'analyser sans aller jusqu'à lui. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser le chien faire son analyse, se concentrer, regarder ce qui se passe, et en général, il va lâcher de lui-même. Ça peut prendre plus ou moins de temps, des fois ça peut prendre plusieurs minutes. Moi j'ai souvenir de pistes avec Norky où il s'est passé plusieurs minutes avant qu'elle lâche le visuel, et ensuite elle est repartie en attitude de pistage sur sa trace. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place, mais attention à bien maîtriser l'environnement, ce qui n'est pas toujours facile. Est-ce que des fois c'est une solution de ramener le chien à la voiture quand il fait beaucoup de distractions? Est-ce que tu pourrais dire, même si chaque piste est unique, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, mais est-ce qu'il y a des cas particuliers où ça peut être intéressant de ramener le chien à la voiture quand on voit qu'il y a beaucoup de distractions? Je pense que pour moi la réponse à cette question c'est effectivement quand tu vois que le chien il enchaîne beaucoup les distractions. C'est-à-dire qu'il fait plus de temps de distraction que de temps de piste. Et là, s'il n'y a pas de source de stress ou de peur liée à quelque chose d'extérieur, il n'y a pas de raison qu'il fasse des distractions. Donc si le chien préfère des distractions, il retourne à la voiture et la piste d'après, en général, il sera plus motivé, il va aller faire sa piste. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est un sujet qui est vraiment vaste et intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur le mail, dont je vous remets l'adresse en bas dans la description de l'épisode, si vous voulez plus de précisions sur ce qu'a dit Anne-Sophie. Pour finir, est-ce que tu pourrais juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite pister avec toi, ou en tout cas au moins avoir les informations que tu partages, donc peut-être ton compte Instagram, ou comment est-ce qu'on peut te contacter? Oui, tout à fait. Écoute, déjà, merci Elsa de m'avoir reçu pour ce podcast. Et pour me retrouver, donc ça sera Man Training Knows the Way. J'ai une page Instagram actuellement uniquement. Je poste au moins les dates d'entraînement et les différentes informations des Man Training Addicts. Et en termes de secteur, moi je suis sur la Seine-et-Marne.
donc en Île-de-France, et je fais un entraînement, 1 ou 2 par mois en fonction des disponibilités, puisque c'est pas mon métier principal, ça reste une passion, donc je fais en fonction de mon emploi du temps à côté. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je remettrai toutes tes infos donc, en description également. Et je te dis à bientôt. À bientôt en piste, Elsa. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et surtout d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Votre adhésion nous fait chaud au cœur et on vous rappelle que le meilleur moyen de nous encourager et de nous remercier de partager ce contenu gratuit, c'est de le partager à votre tour sur les réseaux sociaux ou encore d'en parler autour de vous. On se retrouve le mois prochain en compagnie d'Alexis qui viendra, cette fois-ci, nous parler du rôle du traceur.